Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bienvenue pour ce débat sur le thème « Quelle gouvernance économique mondiale pour la paix ?» un débat co-organisé avec le Cercle des économistes. Et on leur remercie pour toute leur aide apportée afin de pouvoir organiser ce débat. Alors selon certains théoriciens, la mondialisation a permis de tisser des liens de coopération globaux qui favorisent la stabilité et la paix. La fin de la guerre froide a vu la naissance de la géoéconomie avec la fin de perspectives d'affrontements militaires entre les deux blocs que constituait l'Ouest mené par les États-Unis et l'Est mené par l'URSS, place à la rivalité économique. Le géopolitique américain Edward Luttwak a évoqué alors un nouvel ordre mondial où l'arme économique remplacerait l'arme militaire comme principal instrument de puissance au service des États. Il écrivait « Les menaces militaires et les alliances ont perdu leur importance avec la pacification des échanges internationaux dès lors que les priorités économiques ne sont plus occultées et passent au premier plan. » Aujourd'hui, pourtant, on le voit dans de multiples situations, la priorité est donnée par certains acteurs économiques et certains gouvernements à des intérêts nationaux ou privés créent ou aggravent les tensions entre parties prenantes. Les flux commerciaux et financiers entretiennent les relations bilatérales, tout comme ils alimentent les ressentiments. Alors, comment penser la gouvernance économique mondiale afin qu'elle favorise la paix? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie-Françoise Renard, professeure à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste notamment de l'économie de la Chine et présidente de l'association Université des biens communs de Clermont-Ferrand. Vous venez également de publier le livre « La Chine dans l'économie mondiale » qui est disponible aux éditions, qui est publié par les éditions Presse universitaire Blaise Pascal. On a également Fernando Iglesias, tout de suite à ma droite, qui est membre de la Chambre des députés de la Nation argentine et président de la commission Mercosur. Vous participez également au projet parlementaire pour la paix. Denis Redonnet, directeur général adjoint de la Direction générale pour le commerce et la Commission européenne en charge de l'application des règles de commerce. Également avec nous par visioconférence, et je pense qu'on devrait le voir apparaître sur le grand écran derrière nous, Benjamin Coriat, qui est professeur émérite d'économie à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre du collectif des économistes atterrés et également auteur de Le bien commun, le climat et le marché, ainsi que La pandémie, l'anthropocène et le bien commun aux éditions Les liens qui libèrent. Voilà, je crois que monsieur Benjamin Coriat vient de nous répondre. On va agrandir le visuel pour qu'on puisse bien le voir. Donc merci à vous quatre d'être avec nous pour ce débat. Je vais commencer tout simplement par vous poser la question qui nous réunit aujourd'hui. Comment penser la gouvernance économique mondiale afin qu'elle favorise la paix? Marie-Françoise Renard, je vous laisse commencer. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est une question, la question de la paix est d'abord avant tout une question politique et géopolitique, domaines dans lesquels personnellement je ne suis pas compétente, et la gouvernance économique, bien sûr, et c'est l'objet de cette discussion, va avoir un rôle à jouer dans la paix, mais c'est un rôle qu'elle partage avec beaucoup d'autres institutions et beaucoup d'autres acteurs. Alors, la gouvernance économique actuelle, comme vous le savez, elle est assez ancienne, elle est née pour la majeure partie des institutions des accords de Bretton Woods, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le GATT a été créé en 1947 et la plupart des institutions rattachées aux Nations Unies sont nées dans les années 60. Donc c'est une période de guerre froide, d'hégémonie indiscutée des États-Unis. Et en fait, ce sont les États-Unis qui vont définir les règles de la gouvernance mondiale. Ce modèle, il a plutôt pas mal fonctionné pendant un certain nombre d'années. Il a été remis en cause gravement en 1971 par le président Nixon du point de vue du système monétaire international qui a depuis été amendé mais qui n'a jamais été vraiment reconstruit. Et aujourd'hui, ce modèle, il est obsolète. En effet, les institutions économiques internationales ont en grande partie perdu de leur légitimité pour différentes raisons et on a un risque de voir une fragmentation du monde qui est devenue multipolaire et l'hégémonie, la définition du système par les États-Unis n'est plus acceptée, même si aujourd'hui
les États-Unis restent la puissance dominante. On va certainement en reparler. Alors, il y a plusieurs pistes pour qu'une gouvernance économique mondiale soit légitime, ce qui est la condition pour qu'elle œuvre pour la paix. Alors, je voudrais, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais me limiter à 2 points. Le premier point, c'est que ces institutions économiques internationales doivent être reconstruites de façon à ne pas reproduire le clivage nord-sud qui les caractérise aujourd'hui. On est dans un système qui est hiérarchique. L'aide au développement, qui n'existe que pour disparaître théoriquement, ne fait que s'accroître et elle est fondée sur des règles qui sont définies par les pays riches, règles qu'eux-mêmes d'ailleurs ne respectent pas toujours. C'est une situation qui n'est plus acceptable et qui n'est plus soutenable. Alors, la représentation des pays en développement dans les institutions internationales, elle est très variable, puisque lorsqu'il s'agit des institutions qui relèvent des Nations Unies, c'est un pays, une voix. Quand il s'agit des autres institutions, c'est proportionnel aux quotas, donc d'une certaine façon à la richesse des pays. Et donc, on reproduit la hiérarchie de richesse des pays. Les inégalités au niveau mondial, elles se sont plutôt atténuées, mais on sait qu'il y a une polarisation des richesses sur les classes les plus riches et qu'il y a un maintien d'une très grande pauvreté dans un très grand nombre de pays. Donc, le risque, comme je le disais à l'instant, c'est la fragmentation du monde. On voit bien qu'il y a de nouvelles institutions internationales qui ont été créées par la Chine pour faire concurrence, en fait, à celles qui existaient déjà. Et donc, les institutions, aujourd'hui, les institutions de la gouvernance économique internationale, elles reposent sur l'idée de hiérarchie du monde qui laisse une partie des pays à l'écart des prises de décision. Le deuxième point, très rapidement, c'est qu'une gouvernance économique mondiale a besoin d'une légitimité fondée sur la conviction de sa perception et de sa préoccupation de l'intérêt général et des intérêts communs. Aujourd'hui, l'urgence n'est pas seulement le développement des sociétés, mais la survie des sociétés. La pandémie que nous connaissons nous a brutalement rappelé que la perte de biodiversité allait de pair avec le développement des virus. Et l'on sait que la fonte des glaciers va libérer de nouvelles bactéries dont on ne connaît pas l'effet sur la santé. La Banque mondiale vient d'annoncer que dès 2030, les migrations climatiques allaient se développer rapidement et qu'en 2050, il y aurait plus de 200 millions de personnes qui devraient quitter leur maison, leur habitation, pour des raisons climatiques. Et donc, en plus du drame humain, on voit bien les problèmes que cela va poser. Et il ne faut jamais oublier que cette question climatique, les personnes et les pays qui en souffrent le plus ne sont pas ceux qui en sont la cause. Alors, les institutions internationales, elles doivent s'emparer de ces questions concrètes. Certains biens ne connaissent pas de frontières, ce sont les biens publics mondiaux. On parle aussi, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais d'autres sortes de biens qui sont les biens communs. La survie de l'humanité dépend de la préservation et de la reproduction des biens communs. Et à l'avenir, les institutions économiques internationales doivent œuvrer pour que personne ne soit exclu de l'usage des biens communs. Cela suppose que l'on change fondamentalement les priorités et l'approche du développement. Alors les décisions, elles se situent à plusieurs niveaux. Elles se situent bien sûr au niveau local, au niveau national, et les États sont très attachés à la notion de souveraineté, mais elles se situent aussi au niveau international. Par exemple, en aidant les pays à repenser l'organisation du système économique à l'échelle mondiale. Par exemple, en tenant compte des émissions de carbone, de la dépréciation du capital naturel, en aidant à la construction d'indicateurs fondée sur une autre logique, ce qui est aussi une question politique. Mais il n'est pas possible de continuer à soutenir que ces institutions soutiennent et définissent un cadre économique d'un monde qui ne tient pas compte des questions environnementales et des questions de santé. Alors aujourd'hui, les nombreuses critiques adressées au multilatéralisme sont en fait le plus souvent des critiques qui sont adressées à la gouvernance du multilatéralisme. Et pour que la gouvernance économique mondiale soit au service de la paix, elle doit adopter de nouvelles règles collectives qui prennent en compte la diversité des populations dans toutes les dimensions
pour qu'une partie de la planète ne soit pas en position de subordination vis-à-vis de l'autre partie. Et d'autre part, elle doit prendre en compte le souci de ce qui est commun à l'ensemble du monde. Cela signifie concrètement, par exemple, abandonner des objectifs économiques qui n'intégreraient pas l'impact environnemental, inclure dans ces objectifs la non-exclusion de l'usage des soins de santé, des services d'éducation ou encore de l'utilisation des données, etc. Cela peut sembler utopique, mais je crois que l'urgence que l'on constate aujourd'hui fait que demain, les gouvernements pourraient être contraints à faire face à des pressions de plus en plus violentes de la part de populations inquiètes de cette situation, qu'on serait alors obligé de prendre des décisions dans une grande urgence et que c'est aujourd'hui qu'on doit réfléchir aux changements qui sont nécessaires. Merci beaucoup Marie-Françoise Renard. Je vais vous donner la parole, Denis Redonné, pour vous poser la même question. Je me permets juste, je vois qu'on a des spectateurs qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à vous asseoir, hein, mettez-vous à l'aise. Ce serait quand même plus sympa pour vous. Donc Denis Redonné, quelle gouvernance économique mondiale pour la paix ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, moi je vais essayer de poursuivre un peu sur ce qu'a dit Madame Renard et donner une perspective. Alors, la gouvernance économique mondiale, c'est vaste. Moi, je vais parler d'un volet de la gouvernance économique mondiale, celle que je connais, celle que je pratique. C'est la gouvernance du commerce et de l'investissement. Mais à mon avis, la gouvernance économique mondiale, c'est au moins 3 piliers. C'est le pilier commerce-investissement, c'est le pilier monétaire et financier, et puis c'est un pilier encore plus complexe et multiforme qui est un pilier, disons, réglementaire et normatif au niveau international, fait et produit par de multiples organisations de réglementation internationale qui permettent la convergence des réglementations et la coopération réglementaire. Je connais moins les deux dernières, je connais plus la première. Et il y a beaucoup à dire sur l'état de cette première branche du système de gouvernance économique internationale, parce que c'est celui où c'est une branche qui a, comme vous l'avez dit, qui est assez charpentée, qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avait produit véritablement un ordre juridique, économique, international, qui a été stable pendant un bon moment, mais qui est maintenant dans un état de fragilisation très sérieuse, de notre point de vue. La dégradation de la gouvernance économique internationale dans le domaine du commerce et de l'investissement, c'est quoi ? La gouvernance économique internationale du commerce et de l'investissement, c'est plusieurs choses. C'est un socle multilatéral de règles qui sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et dessus s'ajoute un volet additionnel qui sont les traités de libre-échange bilatéraux qui viennent en complément du socle multilatéral et, plus compliqué encore, une forêt de traités internationaux liés à la protection de l'investissement. On a vu beaucoup plus d'activités de développement dans le domaine bilatéral ou birégional ou plurilatéral, que ce soit dans le commerce ou dans l'investissement, et peu d'avancées au niveau multilatéral. Je ne crois pas d'ailleurs que ça soit la strate bilatérale qui fondamentalement fragilise le socle multilatéral. C'est une thèse qui se discute beaucoup. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un problème d'érosion de la base qui est lié à autre chose. À mon avis, il y a deux choses. D'abord, au problème intrinsèque de l'Organisation mondiale du commerce elle-même. Et l'Organisation mondiale du commerce souffre depuis longtemps, d'abord par manque d'avancée. C'est-à-dire la bicyclette n'avance plus, donc elle finit par tomber. Et elle n'avance pas pour toutes sortes de raisons qui sont liées à l'institution et qui sont liées à la volonté politique de ses membres. L'Organisation mondiale du commerce, au fond, c'est la somme de la volonté politique des membres de l'OMC. Or, là, il y a un déficit de volonté politique à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce pour produire de nouvelles règles commerciales multilatérales pour assurer que le socle multilatéral, que l'institution, reste adaptée à la réalité qu'elle est censée couvrir. Émergence du commerce électronique, par exemple.
absence totale de vraie discipline sur des formes de distorsion économique que l'on voit par exemple en Chine avec des systèmes de subventionnement massif de certains secteurs. Tous ces sujets-là sont peu ou mal traités par les règles existantes et les membres de l'OMC n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour produire les nouvelles règles, pour rester en quelque sorte en ligne avec la réalité économique sous-jacente que l'OMC est censé réguler. Pourquoi je crois, manque d'une définition commune des objectifs, et notamment aujourd'hui, probablement une insuffisante convergence autour d'un agenda de négociation de nouvelles règles commerciales qui pourrait s'articuler autour des biens communs, qui pourrait s'articuler autour des objectifs du développement durable, et puis manque de flexibilité dans la manière dont le système de gouvernance économique internationale fonctionne. Il est lourd, il met en cause la souveraineté économique des États qui doivent la mettre ensemble, la mutualiser. Évidemment, ce sont des choix très difficiles. Et donc, c'est une technologie, si je puis dire, qui a beaucoup de mal à produire rapidement des résultats. Et probablement, l'OMC n'a pas utilisé toutes les flexibilités, au fond, qui sont disponibles aux États pour produire ces règles économiques internationales. Mais si ce n'était que ça ne serait pas trop grave. C'est-à-dire qu'on ferait du surplace. Le problème, c'est le retour en arrière. Le problème, c'est qu'il y a maintenant une érosion de la primauté du droit économique international dans les relations économiques internationales. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant des trous dans le système. Et notamment la paralysie du pilier de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce fait qu'en réalité, un des volets essentiels du système, qui est la possibilité d'être soumis à un règlement des différends qui a force de loi sur les membres, ne fonctionne plus. Et donc, vous pouvez vous imaginer facilement que lorsque cette primauté du droit économique international, grâce au pilier du règlement des différends de l'OMC, s'effrite, eh bien, la tentation va être de s'éloigner, de s'écarter des règles par les membres. Et on commence à le voir de plus en plus. Et j'ajoute enfin qu'au-delà des difficultés de l'institution elle-même, je pense que cela reflète aussi des choses à l'extérieur, d'une certaine manière, de l'OMC, et notamment l'impact de plus en plus important sur les relations économiques internationales des tensions géopolitiques. Et je pense notamment ici aux tensions, à la confrontation sino-américaine qui en réalité joue un rôle dans cet affaissement ou cet affaiblissement du système commercial international. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine gouvernent leurs relations bilatérales en fait à l'extérieur de l'OMC, alors qu'ils sont membres de l'OMC. Mais les États-Unis finalement ne respectent plus leurs engagements de base, c'est-à-dire imposent des tarifs illégaux à la Chine et réciproquement, et ils ne sont plus soumis entre eux au règlement des différends. Il y a donc là un énorme trou dans le système. Voilà, je pense un peu, si vous voulez, l'état dans ce pilier de la situation. Il est très préoccupant en réalité. Il est peut-être même plus préoccupant que ce que l'on pense parfois, parce qu'au fond, le commerce continue. Mais il y a une érosion lente du système de règles, et ça, notamment pour nous, Européens, c'est une source d'inquiétude. C'est pour ça que nous devons y réagir. Peut-être on viendra sur des solutions un peu plus tard. On en débattra, après. Je vais juste finir notre premier tour de table. Je voudrais donner la parole à Benjamin Coriat. Ah, j'attends juste... Bonjour. Benjamin Coriat, attendez une petite seconde, on relie le son. C'est bon, Benjamin Coriat, vous pouvez y aller. Quelle gouvernance économique mondiale pour la paix ? Très bien. Bon, à mon tour de vous remercier pour cette invitation et cette table ronde dont je vois bien que les thèmes sont très essentiels. Alors, dans le temps bref qui nous est imparti, je vais envoyer 3 télégrammes, si je peux dire, qui peuvent être utiles ensuite, je l'espère, pour la discussion. Alors, premier télégramme, c'est pour dire, un peu d'ailleurs comme Madame Renard, avec laquelle visiblement je partage beaucoup de points de vue,
c'est pour dire que on fait face à une extrême fragilité des institutions qui jouent un rôle dans la gouvernance économique internationale, et plus que leur fragilité, leur caractère aujourd'hui caduc et totalement inefficient du point de vue de la gouvernance. Je donne que deux exemples. En 1947, on a créé la FAO, le Programme alimentaire mondial. Bon, et aujourd'hui, on a 1 milliard de gens qui vivent dans un état de sous-nutrition ou de malnutrition. Donc, je veux dire, ça ne marche pas du tout. On a la crise du Covid, sur laquelle je vais revenir et conclure, et l'OMS est totalement marginalisée, ne joue aucun rôle. C'est une institution publique-privée derrière laquelle il y a la fondation Gates, COVAX, qui est en charge de la répartition des vaccins, ce qui est un pur scandale, un pur scandale. On va y revenir dans un moment. Voilà pour mon premier télégramme. Caractère dépassé, inapproprié et très fragile des institutions internationales. Deuxième télégramme, c'est pour dire que le seul soubassement un peu solide jusqu'à présent dans l'Organisation économique internationale, c'est l'OMC. Bien. Alors l'OMC, je pense, en tout cas c'est mon évaluation, l'Organisation mondiale du commerce, a eu dans le passé un rôle positif en permettant que les échanges se dégèlent entre les différents pays dans une période qui était celle de la croissance, dont on ne voyait pas encore les conséquences dont elle était porteuse aujourd'hui. Mais en tout cas, au total, aujourd'hui, son rôle est totalement contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que l'OMC a été une espèce de prime systématiquement donnée au moins 10 ans environnemental et au moins 10 ans social. Et le résultat, c'est une situation aujourd'hui de la planète. Ce n'est pas lié seulement à l'OMC, mais c'est aussi lié à l'OMC. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord dans le cadre de l'OMC, c'est que revenir sur le credo que ce qu'il y a de mieux, c'est le libre-échange, sans considération environnementale et sociale, paraît une tâche absolument contraire aux gènes de l'OMC. Troisième télégramme, et j'en finis avec ça, les grandes questions d'aujourd'hui, on les connaît. C'est la pauvreté, les inégalités, auxquelles viennent de s'ajouter maintenant les questions du climat et les questions de la pandémie. Les deux, je suis parfaitement d'accord avec Madame Renard sur ce point, les deux entretenant un lien étroit. La pandémie a à voir avec les déforestations de masse, a à voir avec la destruction de la biodiversité, a à voir avec la crise climatique, pour parler vite. Ce sont, moi, dans mes ouvrages, je dis ce sont des crises jumelles. Donc, pour faire face à ce type de crise, il est clair que c'est de toutes autres institutions qui nous sont nécessaires. Alors, je vais essayer de tenir mon engagement, c'est-à-dire d'être extrêmement bref, et je vais envoyer un télégramme fort exprès pour avoir le temps, pour que, comment dire, en espérant qu'il pourrait être repris dans la discussion. Il y a eu le temps de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a eu le temps de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, en 1948, sur laquelle ont été construites ensuite un certain nombre d'institutions internationales, avec un bonheur inégal, mais elles ont joué un rôle. Je pense qu'on est rentré dans le temps de la déclaration de la protection et de l'accès aux biens publics globaux, plus exactement aux biens communs globaux. On ne sortira pas de la crise climatique, on ne sortira pas de la crise pandémique qui n'est que, comment dire, une anticipation de la période dans laquelle on entre. Et là, je m'appuie sur comment dire, l'IBGE, c'est-à-dire des organisations internationales qui viennent de dire nous sommes entrés dans l'âge des pandémies à répétition, ceci ayant à voir avec le climat. Donc, c'est de nouvelles institutions qu'il nous faut. Alors, je pense que ces nouvelles institutions, elles doivent être centrées sur ces questions essentielles. Alors, je vais faire un pas de plus par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que une fois les objectifs fixés, et une fois, j'ai envie de dire,
ces nouveaux droits reconnus. Il faut reconnaître des droits à l'accès à des biens communs globaux protégés et en bon état, si j'ose dire. Moi, mon sentiment, c'est que la nouvelle gouvernance ne pourra être que polycentrique, au sens où il faudra tenir compte du fait que désormais le monde est éclaté en pôles divers, et donc il faudra s'appuyer sur cette dimension polycentrique, tout en respectant, en essayant d'obtenir l'engagement vers des objectifs communs. Voilà, dans le temps imparti, je m'abstiens d'en dire plus. On reviendra dans la discussion, peut-être, sur certains de ces points. Merci. Exactement, merci beaucoup Benjamin Coriat, et je pense que vous avez respecté les temps, merci beaucoup. Je vais vous donner la parole, Fernando Iglesias. Ok. Je m'excuse, mais je vais parler en anglais parce que mon français est disparu complètement. Then, basically, thank you very much for the invitation. Thank you, my colleagues. Merci pour cette invitation. Merci à mes collègues pour ces présentations, ces explications aussi intéressantes. Je pense qu'on est à un point de carrefour, on a un point de bifurcation. C'est la première chose que je veux dire. On passe d'une culture, d'une économie, de politique qui était nationale à une économie, à une culture et des politiques qui sont globales. Donc c'est un changement spectaculaire dans l'histoire de l'humanité. Et on passe de l'industrialisme où on produit des biens, on produit de la valeur via des masses, via un travail, une main-d'œuvre humaine répétitive, à la création de valeur via le cerveau, via la création de communication, d'information, de connaissances, de diversité culturelle, de subjectivité, etc. Donc ce sont vraiment deux changements spectaculaires dans l'histoire de l'humanité et on est en train de passer à ces changements de manière très très rapide. On vit dans une époque de changement et de changement accéléré. Les choses sont de plus en plus rapides que jamais. Et la conséquence, c'est que les processus globaux sont en train de supplanter, de prédominer par rapport à des aspects plus régionaux. Et donc, si on parle de paix, il faut parler de paix globale. Si on parle d'économie, il faut parler d'une économie globale. Et ce rythme différent des changements est un grand problème. Si vous examinez par exemple notre économie, notre technologie, elles sont globales. Mais nos institutions sont toujours fixées à des échelles nationales. Même après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'Union européenne, qui était une grande réussite. On a créé les Nations unies, qui était encore une fois une grande réalisation. Mais 80-70% des choses sont toujours basées sur des niveaux de décision nationaux où chaque État doit d'abord réfléchir et penser à ses propres intérêts. Et chaque homme et femme politique doit pense d'abord à l'intérêt de son propre pays, de son propre État. Et donc c'est un problème, c'est un déséquilibre. On a une économie globale et on a des politiques nationales. Et après, vous avez tout le spectre politique, on peut déchiffrer tout le spectre politique mondial on peut se demander comment remettre de l'équilibre dans ce système-là. Certains vont dire qu'il faut nationaliser l'économie. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro. Il faut avoir plus de protectionnisme. On va voir la même chose aux États-Unis, en Amérique du Sud. Retournons vers le passé, retournons vers des économies nationales pour essayer de contrebalancer l'économie globale. Il y a une autre option qui est on a déjà globalisé, il faut continuer à globaliser l'économie, la technologie, et il faut mondialiser la politique. Il faut mondialiser les institutions, les droits humains, une conception de la culture, une conception de la société qui est en train de devenir mondiale, globale, sans bien évidemment ignorer les
des diversités nationales ou locales. Et on est aussi face à des nouvelles tensions globales, mondiales, entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Et on se dirait, et voilà, peut-être qu'on est en train de se diriger vers une nouvelle guerre froide, par exemple. Donc si on observe ce paysage général, on est en train de traverser 5 crises globales, économiques, financières, au niveau politique, avec l'impuissance des États nationaux à changer les règles, une crise écologique, la pandémie, le changement climatique, une crise démographique, sociale, avec des tensions politiques et sociales, socio-migration, une crise de la sécurité liée au terrorisme mondial, mais aussi à des conflits internationaux. Et puis aussi une crise au niveau de la technologie, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles technologies et l'émergence de technologies disruptives, l'intelligence artificielle par exemple, qui pourrait être disruptive à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la chose basique, selon moi, c'est de réformer le système institutionnel. Il faut une véritable gouvernance globale qui puisse être basée sur les mêmes principes que ceux qu'on va voir au niveau national. Si on parle au niveau national, on est en faveur de la démocratie, on est en faveur du fédéralisme. Si on parle au niveau régional, on est en faveur de quelque chose de plus démocratique et une Europe plus fédérale, par exemple. Mais il faut appliquer ce fédéralisme et cette démocratie au niveau global, à une gouvernance globale et mondiale. Si on commence à penser comme cela, et je sais que c'est très difficile, hein, vous êtes conscient de ces difficultés-là, mais je pense qu'il est vraiment temps que nous allions dans cette direction-là. Pensez-y. Pensez à la possibilité d'avoir une taxe carbone, une taxe Tobin, une taxe militaire au niveau global. Parce que l'Europe est très courageuse de mettre ça sur la table, de mettre la taxe Tobin ou la taxe carbone sur la table. Mais ça ne peut pas s'appliquer longtemps au niveau national ou régional. Il faut que ça soit global pour compenser les différences. Si on peut faire ça, il y aura un effet dissuasif au niveau de la pollution par la taxe carbone. On aura un effet dissuasif sur la spéculation globale via la taxe Tobin. On aura un effet dissuasif sur les dépenses militaires via une taxe militaire, etc. Et puis, il y a des ressources. Il y a des ressources pour deux choses basiques. D'abord, il faut créer un système d'aide sociale mondiale au niveau de l'éducation et de la santé. Pensez à la pandémie et à la désorganisation qu'elle a causée. Et deuxièmement, on pourrait utiliser ces ressources pour faire quelque chose qui soit directement lié à la survie de l'humanité, c'est-à-dire la reconversion écologique du système de production. Et c'est une façon possible de le faire. Je sais que c'est très compliqué. Je sais qu'il faut réfléchir à différents niveaux. Bien sûr, il faut renforcer les niveaux régionaux. Il faut démocratiser et fédéraliser les niveaux régionaux, pas seulement l'Union européenne, mais aussi Mercosur. Il faut aussi réformer le système des Nations Unies et il faut essayer de créer de nouvelles institutions comme une assemblée parlementaire des Nations Unies ou une sorte de parlement mondial, si vous voulez, pour avoir des taxes mondiales, parce qu'on ne peut pas avoir de taxes sans représentation. Enfin, c'est donc le combat, c'est vraiment le combat politique du futur. Je vois beaucoup de jeunes dans cette salle. Peut-être c'est trop tard pour moi, mais je pense que pour vous, c'est vraiment le combat politique crucial de l'avenir. C'est le combat politique crucial de ce siècle. Ce n'est pas une question de droite, de gauche, de conservatisme, etc. C'est vraiment toutes les personnes qui vivent sur Terre qui doivent pouvoir vivre de manière plus démocratique et plus humaine. Je vous remercie.
gouvernance économique mondiale aujourd'hui se pose de manière plurielle. Est-ce que, c'est un peu, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que les organisations internationales sont devenues obsolètes? On a parlé notamment de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'il y a un rejet du multilatéralisme? Je vais vous laisser répondre en premier, Benjamin Coriat. Pardon. Oui, il y a une crise du multilatéralisme, mais ce qui est encore plus ennuyeux, on va reparler du cas de la crise sanitaire parce qu'il faut être un peu concret. C'est un des rares domaines, la santé, dans lequel on a une vraie organisation multilatérale, en l'occurrence l'OMS, qui a des inconvénients, mais qui a aussi des qualités tout à fait incontestables, de veille, de diffusion de l'information, d'établissement de normes, de protocoles, de conseils, d'assistance. Par le passé, en particulier pour les pays du Sud, l'OMS a joué un très grand rôle dans ce sens. À quoi a-t-on assisté? Eh bien, on a assisté au fait qu'un certain nombre d'organisations privées, en l'occurrence comme la Fondation Gates, comme le Wellcome Trust, etc., ont marginalisé l'OMS, et ont fabriqué cette chose qui s'appelle COVAX, qui était supposée être la garantie de la distribution équitable des vaccins à travers le monde. Le résultat, vous le connaissez. Le résultat, c'est que nous, dans les pays du Nord, on en est à la 3e dose. En Afrique, ils en sont à moins de 5% de vaccination. Bon, donc, si vous voulez, au-delà de la crise de l'intergouvernemental et au-delà de la crise des institutions multinationales, on s'aperçoit que même lorsqu'elles existent, le pouvoir des grandes entreprises privées est tel qu'ils arrivent à les marginaliser pour mettre en place, je répète, une institution qui est un peu, du point de vue de l'équité internationale, une grande honte, une grande honte. Non seulement, comment dire, elle est totalement inefficiente par rapport à la pandémie, mais elle montre un degré d'inégalité et de cynisme dans la répartition et l'accès au vaccin qui est très choquant. Donc, pour conclure, est-ce qu'il faut repartir des organisations multinationales telles qu'elles existent, ou est-ce qu'il faut essayer d'en bâtir d'autres plus adaptées à la période contemporaine? La question est ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que le pouvoir pris par les initiatives privées en matière multinationale dépasse absolument ce qui est possible et ce que la planète peut supporter. Marie-Françoise Renard, je crois que vous vouliez réagir aux propos de Benjamin Coriat. Oui, alors d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur le multilatéralisme et sur la critique du multilatéralisme. Je crois qu'il y a une grande confusion sur le commerce international et sur le libre-échange. Moi qui ai, pendant presque décennies, je pourrais dire, enseigné la théorie du commerce international, la théorie, même la théorie la plus standard, ne dit pas que le commerce international bénéficie à tous. Ce que dit la théorie, c'est que au total, on gagne à faire du commerce international plutôt qu'à faire du protectionnisme, même si elle défend un certain protectionnisme. Et au moment où ont été créées les institutions internationales, on avait une sorte d'angoisse de ce qui s'était passé au moment des années 20-30, où le protectionnisme avait été une des causes de la crise que l'on connaît, et en tout cas était associé à la notion de guerre. Or, le commerce international, et ça je pense que tout le monde devrait le savoir et qu'on devrait le dire, il crée des gagnants et des perdants. Et le rôle des gouvernements, c'est de compenser les pertes, sauf à dire qu'il ne fait pas de commerce international. Je ne connais pas de pays, hormis les pays du bloc de l'Est pendant un certain nombre d'années, qui ne veut pas faire de commerce international, et encore, ils faisaient du commerce international entre eux. Et donc, la condition de survie de ce qui est international, c'est de compenser les perdants, ce qui n'a pas été fait. Et très souvent, la politique protectionniste, elle est la politique commerciale d'une façon générale,
elle s'est très largement appuyée sur des lobbies et donc sur du pouvoir de négociation et non pas sur une compensation aux perdants. Et donc l'image qu'on a du multilatéralisme, c'est ça. Et alors je ne dis pas que le résultat il n'est pas vrai, parce qu'effectivement on a abouti à ça, faute de politique pour compenser les effets négatifs du commerce international. Mais je crois qu'il y a une erreur de fond dans la façon dont on présente la politique commerciale. Et je pense qu'il y a eu des défaillances absolument catastrophiques des gouvernements, une irresponsabilité des gouvernements en matière de politique commerciale. Merci. Denis Redonné, on peut peut-être parler un peu plus spécifiquement aussi de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là ? Oui, alors pour continuer sur ce qui est en train d'être dit, peut-être deux réflexions. Bien sûr, je crois nous avons un grand intérêt à inventer des nouvelles formes de gouvernance, y compris dans la gouvernance économique internationale. Je pense à tout ce qui permet d'aller au-delà, au fond, de la base du système, qui sont des systèmes et des institutions intergouvernementales, avec tous les problèmes liés à l'intergouvernementalisme, avec le fait qu'au final, il est très difficile, comme je disais, pour les États souverains de mettre en commun, d'une certaine manière, des éléments de leur souveraineté économique réglementaire. Et on peut et on doit regarder l'implication d'acteurs autres que les États. Et il y a des domaines, je pense dans le domaine du climat, par exemple, où il n'y a pas simplement un problème de règles, mais aussi un problème de financement des biens publics globaux, où on doit essayer de sortir du pur intergouvernementalisme. Mais on ne peut pas accepter non plus, on ne peut pas se résoudre à ce que les institutions classiques existantes deviennent obsolètes. Donc qu'est-ce que l'Union européenne doit faire, probablement ? D'abord, c'est s'investir en tant que membre de l'OMC dans la réforme de l'OMC, et pour ça, il faut être une force de proposition. Le problème principal à l'OMC, ce n'est pas, à mon avis, tellement un problème de légitimité, par exemple, démocratique du système. Vous l'avez dit d'ailleurs. L'OMC. On l'a vu, par exemple, récemment avec l'élection de la directrice générale de l'OMC. Ça a été bloqué, enfin, avant que le docteur Ngozi Okonjo-Iweala prenne la tête de l'OMC, ça a été bloqué pendant des mois, si ce n'est un peu plus longtemps, pendant les États-Unis. Dans ces systèmes, il y a des rigidités. La règle absolue du consensus érigé en tabou, c'est une erreur. Le fait de dire il faut que tout le monde avance au même rythme dans la production des règles et donc faire du multilatéralisme pur et parfait et ne pas permettre des avancées plurilatérales dans la mesure où elles ne sont pas au détriment de ceux qui ne participent pas aux avant-gardes, ça aussi c'est une erreur. Donc il y a des flexibilités à faire émerger et il faut des propositions institutionnelles. Justement, comment est-ce que l'Union européenne peut peser ? Alors, faire des propositions de réforme à l'OMC, c'est la première chose. Et pour nous, c'est de faire vivre l'OMC dans ces trois piliers. C'est quoi l'OMC ? L'OMC, c'est produire des règles. Pour ça, il faut avoir des agendas. L'Union européenne veut porter des agendas de négociation de nouvelles règles, à la fois pour faire en sorte que là où il y a un problème qui reste sur l'égalisation globale des conditions de concurrence, les règles soient plus précises, plus efficaces, et aussi pour faire rentrer l'OMC dans des domaines en positif vers les biens publics mondiaux. Je pense à un agenda sur commerce-environnement, commerce-climat, commerce et santé aujourd'hui. L'Union européenne fait des propositions à l'intérieur de l'OMC vis-à-vis des autres membres. Mais ce qu'il faut, c'est la volonté politique des États dans des institutions intergouvernementales. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous n'avez pas d'avancée de modernisation du système. Mais je ne crois pas que le problème soit un problème de déficit institutionnel, je crois que c'est un problème de déficit politique. Parce qu'encore une fois, l'OMC, c'est quand même, au fond, en termes d'organisation internationale, pas la pire des organisations. C'est un pays, une voix. Ce n'est pas le FMI. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais évoquer, peut-être là qui est un peu différent de ce qui a été dit jusqu'ici. Il faut aussi, en tant qu'Union européenne, je propose ça au débat, que nous sachions naviguer, pour la défense de nos intérêts européens, une situation qui va durer, dans laquelle il y a des blocages de la gouvernance économique internationale. Et donc il faut aussi être capable de se donner
là où c'est nécessaire, des instruments européens autonomes pour porter un certain nombre d'ambitions. C'est ce que nous faisons dans le domaine de l'égalisation des conditions de concurrence. Nous sommes capables d'utiliser des instruments autonomes conformes à nos engagements internationaux, pas en violation avec nos engagements internationaux, à l'intérieur de nos engagements internationaux, de nous défendre. Nous défendre, par exemple, contre le transfert forcé des technologies, en ayant des systèmes de filtrage des investissements directs à l'étranger. C'est un exemple. L'Union européenne s'est dotée d'un mécanisme sur ce domaine. Et puis, se doter d'instruments autonomes aussi pour porter dans le commerce un agenda lié au développement durable. Je ne crois pas d'ailleurs que l'OMC soit un obstacle à ça. Je vais juste donner un exemple pour finir. La Commission européenne a mis devant la table du Conseil et du Parlement, notre législateur européen, ou va mettre sur la table du législateur toute une série de propositions dans ce domaine. Un ajustement à la frontière pour le carbone, pour lutter contre le carbon leakage. Vraisemblablement un instrument pour permettre de ne pas importer, de ne plus importer des produits issus du travail forcé. Un instrument, encore une fois, autonome, européen, pour permettre de ne pas importer, si besoin est, et de bloquer à la frontière des produits liés à la déforestation. Tout ça, nous considérons que si c'est fait dans le but de soutenir véritablement des biens publics mondiaux, et si ce n'est pas en réalité du protectionnisme déguisé, eh bien c'est tout à fait permis en réalité aujourd'hui par les règles de l'OMC et par notre participation au système économique international, et c'est vers ça que nous voulons aller. Merci. Fernando Iglesias, je vais vérifier juste que vous avez bien la traduction. Est-ce que pour vous, vous partagez cet avis comme quoi les organisations internationales sont devenues obsolètes et concernant, est-ce qu'on assiste à un rejet du multilatéralisme? Et peut-être que vous pouvez me répondre un peu plus spécifiquement sur votre région. Est-ce qu'en Amérique latine, quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui? Well, thank you. I don't think we Latin Americans have too much. Merci. Je ne pense pas qu'en Amérique latine, nous ayons beaucoup de leçons à donner au reste du monde. Pendant des décennies, nous avons parlé d'unité, etc., mais nous sommes toujours divisés. Les avancées en matière d'institutions régionales sont très lentes. Je fais partie du Parlement du Mercosur, du Parlement d'Amérique latine, je fais partie du Parlement d'Argentine, et je dois dire que nous ne sommes absolument pas un modèle pour le moment. Mais je voudrais faire quelques commentaires sur le rôle de l'Union européenne, qui pour moi est clé, mais étant que je suis en France, c'est pertinent de le dire. La Première Guerre mondiale, le lien entre l'économie et la paix, il faut réfléchir à cette expérience. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était la fin de l'âge d'or de la première mondialisation. Et ce scénario mondial ressemblait beaucoup à celui d'aujourd'hui. Avant, il y avait des grandes puissances, l'Angleterre, qui était sur le déclin. Et les nouvelles puissances n'étaient pas non plus nouvelles, les États-Unis, peut-être l'Allemagne. Et donc, les nouvelles puissances étaient moins démocratiques que les anciennes. On peut beaucoup critiquer l'impérialisme britannique, mais l'Allemagne, l'Italie, le Japon, à l'époque, étaient encore pires que les autres. Et donc la Première Guerre mondiale était un conflit entre des puissances nationales afin de conquérir des marchés, des matières premières, etc. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'idée était de recréer le système national. Et il fallait un peuple, une nation. Donc, ils voulaient mettre fin à l'Empire austro-hongrois, laisser les Tchèques entre eux, les Allemands entre eux, les Espagnols entre eux. C'était une très bonne idée, mais à un moment, certaines personnes en Allemagne ont dit « Et alors, que font les Juifs ici ?» Et donc, finalement, c'est une très mauvaise idée, l'idée
d'unifier une culture, une origine ethnique avec une puissance pouvoir. Le pouvoir politique démocratique doit être pluriel, multiculturel. Il doit intégrer des personnes qui viennent de plusieurs régions. Et ça a été le résultat à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'idée était de recréer l'Europe à partir de ces principes. Des personnes d'origines différentes, de cultures différentes, de religions, de races différentes, etc., pouvaient vivre ensemble sous une même unité politique, tout en respectant cette pluralité d'idéologies, de religions, origines, etc. Ça, c'est l'idée de base pour la réflexion d'un nouveau monde. Il faut vivre sous cette même égide politique, puisque nous avons besoin d'une prise de décision politique qui nous permet de résoudre les crises mondiales. C'est bien connu. Les crises mondiales nécessitent des solutions mondiales. Et elles doivent être démocratiques. Si l'on veut des solutions démocratiques mondiales, alors il faut réformer les institutions, réformer les Nations Unies, réformer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OMC, etc., etc. Et je vais conclure sur ce point. L'idée, c'est que la démocratie repose sur la représentation. Et la représentation, ce sont les parlements. Et même si on réforme l'ONU, alors il faut une légitimité politique pour le faire. Et il faut donc une sorte d'assemblée parlementaire au sein de l'ONU afin de pouvoir parler de ces réformes futures. Je pense que c'est le chemin à prendre. Il y a plusieurs campagnes, vous pouvez le regarder, le mouvement pour le monde dont je fais partie, mais ça c'est l'idée. Et les idées sont puissantes. La différence entre la fin de la Première Guerre mondiale, l'entrée dans le nazisme, le fascisme et la guerre, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a mené à l'Union européenne, c'était une différence d'idées. Comment les êtres humains organisent leur société. Merci. Afin d'avoir le temps de passer la parole au public, je vais vous poser une dernière question rapide. Je vous demanderai de répondre brièvement un dernier tour de table. Donc pour conclure et résumer, qu'est-ce qui doit changer selon vous? Quelles mesures pourraient être adoptées pour favoriser une paix mondiale? Je vais vous donner la parole en premier, Denis Redonné. Moi, je reste sur l'idée qu'il faut d'abord stabiliser le système qui existe, là où il a fait ses preuves. Il faut le faire évoluer, le réformer institutionnellement, sur le contenu, en substance des agendas, mais il faut aussi réétablir ce qui aujourd'hui a été fragilisé. Je pense que le fait de risquer de repasser dans les relations économiques internationales d'un système fondé sur la règle de droit et d'un système juridictionnalisé à un système basé en réalité sur la force, le rapport de force, c'est très très grave et c'est très dangereux. Sans aucun doute, nous allons passer vers une phase où il va y avoir, d'une certaine manière, des tendances dans différentes directions. D'un côté, il y a, dans certains aspects des relations économiques internationales, une intégration de plus en plus poussée, une coopération réglementaire de plus en plus poussée. D'un autre, il y a de la fragmentation. Il y a de la fragmentation parce qu'il y a une interface entre le commerce, l'investissement, les technologies émergentes que vous avez évoquées et les problèmes de sécurité nationale. Cette zone-là, c'est une zone qui est très difficile à réguler. C'est une zone très difficile à réguler dans le cadre des organisations internationales existantes. Pour moi, c'est là que doit porter l'effort, c'est de trouver un moyen que les tensions géopolitiques qui existent, qui sont réelles, ne fragilisent pas trop un édifice de gouvernance qui est naturellement fragile parce qu'il est, et je crains, restera largement intergouvernemental, même si des avancées au-delà de l'intergouvernementalisme pur, encore une fois, sont souhaitables. L'Union européenne est une sorte de laboratoire pour ça, en réalité.
Et le degré de volonté politique d'intégration au-delà de l'intergouvernementalisme dont nous faisons l'expérience ici en tant qu'Européens n'est pas en réalité un objectif partagé pour porter ce type d'intégration politique plus forte au niveau global. Je ne crois pas que pour l'instant cela existe, même si par exemple nous sommes très favorables aux dimensions parlementaires, même dans la gouvernance économique internationale. L'Union européenne soutient par exemple la dimension parlementaire, interparlementaire à l'OMC. Je donne cet exemple puisque vous avez, monsieur, parlé des efforts que vous faites dans ce domaine dans le cadre des Nations Unies. Ça n'est une autre expression. Fernando Iglesias, vous, comment est-ce que... Je vous laisse prendre votre micro. Fernando Iglesias, comment repenser le système mondial selon vous? Bon, System. let me say this. At the end Laissez-moi of vous the dire ça. First and the Second World War, there was a final, big polemic about Ou après, à la fin des Premières et Deuxième Guerres mondiales, il y avait un gros problème sur qu'est-ce qu'on peut faire. Les gens, les démocrates se disaient qu'est-ce qui doit passer d'abord? Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce qu'il faut d'abord une démocratie italienne, puis une démocratie française, une démocratie britannique, et ensuite on essaye de penser à une intégration régionale? Ça, au début du siècle, c'était l'idée de base. Soyons chacun démocratiques et ensuite on pensera à une intégration. Ça a été un échec total. Parce que si vous avez un État, un seul État qui impose une dictature, qui lance une blitzkrieg, etc., ben voilà, ça fiche tout en l'air et vous êtes obligé, vous, de réagir de façon militaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc la vision de beaucoup d'intellectuels, de Spinelli, de Jean Monnet, de Schuman, et voilà, cette vision-là d'un certain nombre d'intellectuels de politiques ont changé. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas comme ça. C'est pas possible d'avoir une démocratie française, une démocratie italienne, etc., sans intégration régionale. Et ça fait près d'un siècle. Et j'ai l'impression qu'on est face à la même question au niveau global, mondial aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une Europe démocratique si le reste du monde n'est pas démocratique? Si on est face à un conflit possible entre les États-Unis et la Chine? Parce que la Chine et les États-Unis ont une technologie, une économie très forte. Mais l'Europe a des connaissances de base de quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est la politique. L'expérience d'un continent tout entier où la guerre était à la base de la vie pendant des siècles. Le continent qui était un continent qui était le pire endroit du monde où vivre pendant la première moitié du XXe siècle, mais qui est le meilleur endroit du monde où vivre dans la deuxième moitié de ce même XXe siècle. Donc voilà, c'est quelque chose. Et j'ai parlé de beaucoup d'Européens. L'Europe, je pense que l'Europe sous-estime la puissance, le pouvoir, la force de l'Union européenne et le modèle extraordinaire qu'est l'Union européenne pour le monde. Je ne veux pas parler d'exporter la démocratie comme Bush. Je dis juste que quand je pense à l'avenir, je me dis qu'il faut se baser sur des expériences présentes et des expériences passées. Et la meilleure expérience dans l'histoire de l'humanité, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. C'est le passage d'un continent qui était quelques années avant dans un génocide, la guerre, avec les pires régimes autoritaires qui soient, à un système qui soit démocratique et qui soit fédéral. Et donc, si l'Union européenne veut sauver cette intégration régionale à l'intérieur de l'Union européenne, il faut qu'elle essaye de l'étendre au-delà des frontières de l'Europe. Parce que je vais être un peu provoquant. L'Europe n'a pas un seul problème. Tous les problèmes que l'Europe a sont des problèmes globaux. Donc il y a le problème de la migration, bien sûr. Le problème n'est pas
n'est pas européen, il est latino-américain ou africain. Il y a un problème de stabilité financière, en 2008 par exemple, mais c'est un problème américain. Il y a la Covid aujourd'hui, mais c'est un problème chinois. Donc l'Europe n'a pas... réfléchissez-y, l'Europe doit pouvoir répandre ce modèle-là. Et ça doit être le modèle pour l'avenir du monde, et aussi vite que possible. Pour qu'on puisse prendre les questions du public, quelles sont les réformes qui doivent être menées en priorité selon vous? Quelles solutions Écoutez, certainement, il y aura à envisager des réformes institutionnelles. Alors, faudra-t-il partir des institutions existantes? Faudra-t-il en créer de nouvelles? Je pense que ça sera un peu des deux. Ça sera un peu des deux. On ne peut pas, évidemment, tirer un trait sur les institutions existantes, quels que soient leurs défauts. Maintenant, moi, je voudrais insister sur un point. Que l'on parte sur la transformation des institutions existantes ou qu'on s'engage dans la création de nouvelles institutions, je crois que ce qui est absolument fondamental pour l'avenir de la paix et d'un système économique stable, c'est la crédibilité des engagements et c'est de tenir ses promesses et ses engagements. Je ne dis pas ça pour rien. Je dis pas ça pour rien. La COP 21 et son résultat n'a été possible que parce qu'on a promis aux pays du Sud un fonds vert de 100 milliards d'euros. Eh bien, ce fonds vert de 100 milliards d'euros, il n'est absolument pas alimenté. Et donc, on a nécessairement des failles un peu de tous les côtés. On a, pareil, sur les problèmes, pour revenir juste sur ce point, on parle d'une taxe carbone aux frontières en Europe. Fort bien, fort bien. Mais dans ce cas-là, il faut cesser de distribuer des droits à émettre, à polluer, gratuitement aux entreprises européennes. Sinon, quelle est la crédibilité de cette taxe carbone? Donc, je veux dire, on ne peut pas construire un monde s'il n'y a pas une crédibilité, une sincérité des engagements. Pareil, on a fabriqué COVAX en expliquant, je répète, que c'était la merveille des merveilles. Et derrière COVAX, on a eu un nationalisme vaccinal forcené de l'Union européenne, y compris pour stocker et empiler 3 fois la quantité de vaccins nécessaires pendant que le reste du monde était en crise pandémique aiguë. Bon, donc, voilà, je réponds à votre question. Il faut partir des institutions actuelles, probablement, en créer de nouvelles, probablement, mais ce qui doit changer, c'est que les engagements doivent être sincères, crédibles et suivis des faits. Marie-Françoise Renard, je vous voyais acquiescer avec certains des propos de Benjamin Coriat. Oui, donc je vous laisse avoir le mot de la fin. Quelles sont les solutions qui sont à mettre en œuvre en urgence selon vous? Oui, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes 3 collègues. Je crois effectivement qu'on ne peut pas exporter la démocratie ou les modèles politiques, mais que, deuxièmement, très rapidement, que très souvent on a l'impression que l'Europe n'est pas convaincue qu'elle peut jouer un rôle politique face à des géants, ce qui est infiniment regrettable, et que du coup elle ne prend pas position ou elle refuse de rencontrer tel ou tel dirigeant. Et je crois que pour améliorer la situation, pour essayer de sauver les choses, comme l'a dit Benjamin Coriat, il faut de la crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut de la volonté politique au départ. Les institutions internationales, elles ne fonctionnent que si les pays membres, d'abord, acceptent de continuer à financer, acceptent de jouer le jeu. Vous avez donné l'exemple de l'OMC, la Chine et les États-Unis jouent en dehors de cette cour-là. Donc il faut que les politiques s'engagent, qu'il y ait une volonté politique et que cette volonté politique soit respectée. C'est-à-dire que dans les objectifs économiques, puisqu'on parle d'économie, les objectifs économiques qui sont définis par ces institutions internationales, eh bien, on modifie la vision que l'on a des systèmes économiques pour justement intégrer ces sujets dont on vient de parler sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, tous les aspects de l'environnement, etc. S'il n'y a pas une volonté politique que ça change, eh bien, les choses vont continuer comme ça. Alors, c'est très difficile d'en parler aussi brièvement, mais je crois que c'est ça, le cœur du problème. Merci à tous pour vos réponses franches et merci pour votre expertise et votre éclairage sur ce sujet, on l'a vu, qui est très complexe. On va avoir maintenant le temps pour prendre les questions du public.
Je vais laisser Madame. On a une question devant. 2 questions. Merci, bonjour. Je trouve la discussion très intéressante. Je voudrais porter seulement une contribution très rapide et une question. La très rapide est qu'on a parlé beaucoup du commerce international, de la fixation des règles au niveau global. On a évoqué aussi comme forme de coopération économique les aides, mais je pense que si on analyse un petit peu plus de ce qui a été fait dans le domaine des aides, on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire une coopération internationale qui n'a pas tenu les engagements, le fameux 0,7%, et en plus une coopération internationale qui n'est pas légitime, parce que, Madame l'a dit au début, les pays qui discutent de l'aide et de la coopération sont seulement les pays donateurs. Et même quand ils acceptent des associés, on ajoute l'Arabie Saoudite, Arab Emirates et le Qatar. Donc là aussi, on a un grand exemple d'une organisation, d'une structuration inappropriée. En particulier, confronté au Covid, les aides, l'assistance officielle au développement a augmenté l'année passée de 3%, en ayant un niveau et un volume général d'aide absolument inapproprié déjà à la base. Mais la question que je voulais poser est une autre. Et tout le monde est en train de déclarer le fait qu'on est dans une situation turbulente. Les choses ont changé, on a de nouveaux acteurs, la Chine, l'Inde, les pays émergents, l'Argentine. On a de nouveaux objectifs, les objectifs du développement durable, et on a de nouvelles modalités. La coopération sur-sur n'est pas exactement la même de la coopération nord-sud, One Belt est différent des 3BW, et de suite. Or, dans une situation de turbulence, est-ce qu'on peut considérer que la coopération a seulement comme objectif la définition des règles et des aides? Si je réparte avec la mémoire, je dois constater qu'à l'origine, par exemple, l'OCDE qui devait gérer les fonds Marshall a pensé qu'on ne savait pas comment faire. Et donc, on a constitué pas une administration, mais des tables, des communautés de pratiques où différents pays envoyaient leurs ministres pour discuter quoi faire. Et le principal problème était d'établir une narrative commune entre pairs. Aujourd'hui, on n'a pas de table où ce type de discussion pourrait avoir lieu. Parce que ce n'est pas l'OMC, ce n'est pas le CAD, ce n'est pas, je ne sais pas où, aller chercher une table dans laquelle la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, malheureusement, l'Union européenne et autres pays, ils pourraient s'asseoir et discuter et d'abord se mettre d'accord sur une narrative commune. Là, ce n'est pas que les règles, c'est quelque chose d'autre. La volonté politique, des fois, elle ne peut pas exister avant parce que c'est exactement ce qu'on va chercher. Mais où est-ce qu'on la cherche? On doit la trouver sur des tables où les gens discutent. Aujourd'hui, malheureusement, le CDE est un exemple préalable des sous-marins. Un nouveau secrétaire général australien, défini sur une base d'un processus de sélection anglais, avec un soutien des pays anglo-saxons. Donc, l'Europe, de ce point de vue, est peut-être un grand exemple, mais surtout parce qu'elle a mis en place un niveau de dialogue permanent entre les pays européens avant de construire les institutions. Alors, on devrait commencer par là, probablement. Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Marie? Juste, je vais répondre très brièvement. Je crois que l'idée qu'on a souvent, c'est que, effectivement, comme vous venez de le souligner, dans une instance multilatérale, tout le monde se discute. Les gens se réunissent, vous dites on se met autour de la table, et les gens discutent. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible, parce qu'il y a trop de rapports de pouvoir, et on n'est plus dans le monde où il y avait un accord, un consensus pour dire que les États-Unis étaient dominants et que même si certains pays s'opposaient aux États-Unis ou n'étaient pas d'accord, en gros, ça fonctionnait comme ça. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je suis d'accord avec l'idée qu'a proposé tout à l'heure Benjamin Correa de dire on peut faire du polycentrisme. Et je crois qu'en fait, il y aura plusieurs tables de réflexion entre des pays qui ont des intérêts communs ou qui ont une vision commune des choses. Alors peut-être qu'on n'est pas dans le first best des économistes et que ce serait mieux que tout le monde puisse discuter en même temps, mais aujourd'hui on voit bien que ce n'est pas possible. Enfin, ça me semble très très difficile à réaliser et qu'on aura plutôt différents niveaux de discussion selon les pays.
Pour l'Europe, pour moi, c'est une évidence, oui. Ça, c'est clair. Je pense que la chance qu'on peut avoir, enfin la solution qu'on peut avoir, après on discute des modalités, du contenu des traités, etc. Mais la chance qu'on peut avoir, c'est d'avoir une position régionale compte tenu des intérêts communs, de l'histoire commune. On voit bien que l'Europe, qui est partie de rien, d'une certaine façon, est aujourd'hui quelque chose. Et donc oui, de ce point de vue-là, pour nous, c'est une solution. Après, selon les zones géographiques, la situation est un peu différente. Je vais juste rajouter un mot parce que j'aime beaucoup cette question et je partage beaucoup votre souhait de dire il faut des endroits dans les institutions, même les institutions qui sont des institutions de hard law, où on puisse délibérer, une fonction délibérative, là où on se met ensemble et on parle non pas simplement de l'application de la règle de droit, c'est important d'avoir des institutions qui peuvent le faire, hein. Je suis dans le domaine commercial en faveur du hard law, moi personnellement. Je veux un système de droit économique international, mais je veux aussi que l'OMC soit un lieu de délibération politique entre les membres. Et pourquoi c'est très important? Par exemple, dans l'institution de gouvernance économique internationale pour le commerce, tout le monde est dedans. Les États-Unis et la Chine sont encore théoriquement assis à la même table. Bientôt, il n'y en aura plus beaucoup où ils seront assis à la même table. Là où ils sont assis à la même table, on a intérêt à les préserver et donc à remettre de l'affectio societatis dans la machine. Est-ce que vous espérez toutefois, je me permets de relancer, un changement avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche par rapport à Trump et... Il y a un changement évident qui est que cette administration a compris qu'elle doit travailler avec les autres et elle n'est pas contre les institutions multilatérales a priori. Déjà beaucoup, c'est un changement très important. Par contre, les tensions sino-américaines sont structurelles. Elles sont là pour durer et elles vont affecter l'ensemble des institutions de gouvernance mondiale, à mon avis. On l'a peut-être vu aussi avec la crise des sous-marins. Vous allez peut-être en reparler, mais je suis désolée, je vais devoir vous quitter parce que je dois aller réaliser des interviews pour ma chaîne France 24. Je vais laisser la parole à monsieur qui avait une question. Et on me dit que Marie-France, vous êtes très douée dans la modération aussi, donc n'hésitez pas à faire les passages de parole. C'est vous qui allez me remplacer. Je vous remercie tous en tout cas et merci à tous pour votre expertise. Merci au public et je vous laisse prendre la suite. Monsieur, on va continuer avec votre question. Merci. Alors déjà, je me souviens de ma question parce qu'il y a eu beaucoup de débats entre deux. Donc ça va reprendre un peu ce que monsieur a dit et la fin de vos propos tout à l'heure. Alors, on parle de réformer les institutions, mais ma question, c'est comment faire prendre conscience aux nations déjà de leurs responsabilités là-dedans et comment justement amorcer ces transitions, comment réformer, voilà. Comment amorcer ça, comment faire prendre conscience de la nécessité et de l'urgence, je dirais, de réformer ces institutions. Alors, comme je suis devenue modérateur, je ne réponds pas. Je vais non. passer la parole. Alors, je passe la parole. Denis, vous voulez répondre en premier et puis ensuite je peux dire une chose peut-être en l'illustrant avec un exemple. Et encore une fois, je prends un exemple, encore une fois, dans le silo que je connais. Je parle de ce que je connais en tant que praticien, pas du reste, mais les mêmes problématiques, on les retrouve dans le climat, on les retrouve dans bien d'autres domaines. Mais je crois que d'abord, on doit, par un travail politique, faire comprendre à l'ensemble des acteurs, y compris des très grands acteurs qui, au fond, sont ceux qui pensent parfois pouvoir s'affranchir du multilatéralisme ou des institutions multilatérales. Mais leur faire prendre conscience que s'en affranchir, d'abord, ça a un coût, et ensuite, ça fait que, généralement, on n'arrive pas à produire des solutions systémiques durables. Prenez la relation sino-américaine. La précédente administration avait choisi finalement de s'extraire entièrement de ce cadre pour se lancer dans une confrontation, une guerre commerciale avec la Chine, pour ensuite extraire de la Chine un accord bilatéral, un accord dit Phase One Agreement. Bon. Cet accord bilatéral de l'administration de Trump avec la Chine,
Il a permis de réduire un peu les tarifs que les Américains avaient imposés sur les importations chinoises. Je rappelle quand même, lorsqu'on impose des tarifs à l'importation, que c'est l'importateur qui paye le tarif. Donc, je veux dire, ça vous coûte économiquement de prendre des sanctions commerciales. Et qu'est-ce que les Américains ont obtenu en faisant ça? Je vais caricaturer un peu, et pas parler de manière très diplomatique. Ils ont obtenu de vendre un peu plus de soja, et ils n'ont pas obtenu grand-chose pour traiter les problèmes structurels liés aux distorsions qu'on voit dans l'économie chinoise, qui ont des spillover effects sur les relations économiques internationales. Je pense aux problématiques liées à la présence d'entreprises d'État, de subventionnement croisé dans l'économie et des problèmes de type transfert forcé de technologie. Là-dessus, une solution bilatérale va produire pas grand-chose, parce qu'en réalité, il s'agit de changements systémiques. Or, un pays comme la Chine ne va entreprendre ces réformes que si, évidemment, elle arrive à monétiser à l'international la mise en œuvre de ces réformes par rapport au monde entier, pas vis-à-vis d'un acteur en particulier. Donc, il y a une certaine supériorité de la solution multilatérale fondée sur des règles par rapport à la solution bilatérale mercantiliste, disons. Le problème, c'est l'efficacité. Le problème, c'est qu'elle est plus difficile à produire parce qu'il y a plus d'acteurs et donc plus d'intérêt à réconcilier que dans un face-à-face bilatéral. Il y a un trade-off. Merci. Benjamin Corien, vous voulez répondre à cette question? Oui, c'est une question qui est évidemment très difficile, mais je veux rebondir au moins sur une chose qui est la notion de démocratie délibérative. Mais j'en ai une définition qui est un peu différente de celle qui a été utilisée jusqu'à présent. C'est très bien qu'on délibère dans des instances représentatives. Il faut vraiment espérer qu'on le fasse, hein, parce que la question se pose de savoir si, je vais mettre les pieds dans le plat, dans le Parlement français, par exemple, on délibère vraiment. Les blocs étant constitués comme ils le sont et le résultat des votes étant connu, sitôt que la proposition des lois est seulement énoncée. Donc, on ne délibère pas vraiment. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, moi, parce que je pense qu'elle a lieu d'être, c'est que l'invention des conventions citoyennes. En France, on a eu l'expérience de la Convention citoyenne climat, mais un certain nombre de gens le savent ou ne le savent pas. Dans d'autres pays, on utilise des conventions citoyennes différentes où c'est de la délibération pure, parce que les gens sont tenus à l'écart des lobbies, sont tenus à l'écart des partis politiques. Et qu'est-ce qu'on voit? Que ces délibérations citoyennes, elles arrivent à des conclusions. Dans le cas français, on a eu ces 149 propositions qui finalement, malgré les engagements qui avaient été pris, n'ont pas été respectées. Alors, la question c'est, oui, il faut rénover les processus de décision. J'essaye de répondre à la question, comment on fait, hein? Et il faut introduire de la démocratie délibérative. Alors, l'introduire au niveau national, mais pourquoi pas aussi, le cas échéant, à des niveaux supranationaux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va supprimer la démocratie élective. Bien sûr qu'on en a besoin, bien sûr. Mais on a besoin de rénover nos processus de décision. Et donc, de la démocratie délibérative, à travers, par exemple, des conventions citoyennes, c'est vrai que c'est l'une des voies dans lesquelles on peut s'engager. Et son application peut être dans de très nombreux domaines, D'abord au niveau national, mais à partir du moment où les États nationaux sont mandatés par des impératifs de conventions citoyennes, eh bien, on peut rentrer dans des processus de transformation autres que ceux qu'on connaît, où prévalent uniquement des intérêts nationaux tels que les gouvernements du moment se les représentent en plus. Merci beaucoup. Thank you. Well, if you look at the situation of the last... Si on regarde la situation depuis 10 ou 20 ans, la conclusion basique, c'est que les phénomènes globaux, mondiaux, prédominent sur les phénomènes nationaux. La pandémie, c'est un exemple frappant. C'est une expérience extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité dans laquelle
la majorité de l'humanité partageait et avait en commun une situation commune. Les masques, les confinements, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui nous parle, qui doit nous parler. Si on continue à avoir un paysage international, un scénario international dans lequel la concurrence, la compétition prédomine sur la solidarité et la coopération, où les tensions sont croissantes, où la démocratie et le fédéralisme ne sont que des mots vides, eh bien, nous allons perdre nos démocraties nationales et notre intégration régionale. Voilà. Donc, je pense au problème des aides, etc. Il y a beaucoup de critiques sur les effets réels de l'aide monétaire aux pays du Sud. Et je vais essayer d'être très synthétique, mais pendant des années, je viens d'Argentine, pendant des années, on nous parlait du problème du tiers-monde, du sous-développement. C'est parce que le premier monde prend tout de l'argent et toutes les ressources, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se développer. Et après, il y a le prix du pétrole qui a monté, et il y a d'énormes quantités d'argent qui ont été vers les pays arabes, vers les pays du Golfe. Regardez les pays arabes. Il y a quelque chose de similaire au niveau... Est-ce qu'ils sont allés dans la direction de la direction et des droits humains? Non. L'argent est important, mais ce n'est pas seulement l'argent. Quand je vous ai dit que la situation actuelle était similaire à celle après la Première Guerre mondiale, et les raisons pour lesquelles la Première Guerre mondiale a commencé, qui était une forme de suicide de l'Europe. Mais je pense que c'est similaire aussi à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre était à propos de l'unification de l'Europe. Hitler, finalement, a tenté l'unification de l'Europe, de façon militaire, avec des génocides, des crimes, etc. Mais ce qu'il voulait, c'était unifier l'Europe sous l'hégémonie allemande. Et c'était très rationnel. Ce n'était pas juste de la folie. Parce que les États-nations ont été créés au moment du premier industrialisme. Des petites manufactures, des petites usines, des trains à vapeur, etc. Et les dimensions des États-nations européens étaient adaptées à ces technologies-là. Mais après, il y a eu la deuxième révolution industrielle, des trains plus rapides, plus de production, donc on a besoin de plus marché, on a besoin de plus de manœuvres, etc. Donc tout le monde voulait avoir plus d'espace au niveau territorial, au niveau du territoire. Donc comme on disait les nazis, je ne sais plus, c'est ce que disaient, hein, cet espace vital auquel pensaient les Allemands. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 guerres mondiales en Europe? Si on pense que le véritable problème de la guerre, c'était la contradiction entre un territoire qui est adapté à un certain modèle de structure économique ou de structure industrielle, et qu'il devient régional puis mondial, de plus en plus gros, et que l'unité politique, quelque part, ne se développe pas. Ben voilà, il faut qu'il y ait cette expansion de l'unité politique. Ça peut se faire de manière pacifique, l'intégration européenne, ou par la guerre, ce que voulait faire Hitler. Donc c'est quelque chose qui se déroule aujourd'hui. Il y a une vraie tension sur ce plan-là. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'on verra d'énormes tensions entre la Chine et les États-Unis, et même des guerres. Et donc j'espère que le monde n'aura pas besoin de 2 guerres mondiales comme l'Europe en a eu besoin pour penser à l'unification politique. Parce que vu le développement présent des armes, la prolifération nucléaire, etc., ça sera une perspective extrêmement inquiétante. Une dernière question, peut-être, monsieur?
Oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'ensemble de vos interventions et les perspectives que vous nous donnez, voire même les horizons possibles. Maintenant, ma question, alors c'est peut-être avec M. Iglesias qu'on va avoir la réponse, parce qu'il en a parlé, je pense, plusieurs fois, c'est est-ce qu'on a un traumatisme suffisamment fort dans les populations, dans les politiques mondialement, pour qu'on puisse vraiment agir rapidement avant qu'on tombe dans le risque d'une guerre plus forte. Est-ce qu'on est vraiment suffisamment aujourd'hui mobilisés les uns et les autres pour pouvoir y arriver? Parce que je crains que ça ne soit pas le cas, en fait. Et ça explique peut-être pourquoi il y a certains pays qui prennent des systèmes de contournement des systèmes mondiaux, parce qu'ils veulent régler d'abord leurs affaires avant de régler la paix mondiale. Je vais passer la parole à M. Iglesias. Est-ce que l'un de vous deux veut répondre sur ce point? Je crois que ça dépend des sujets. Je crois que maintenant, là où la gouvernance mondiale a eu une chance d'accélérer, c'est là où effectivement il y a eu une prise de conscience d'une véritable urgence. Et c'est vrai que les États ne se saisissent et rentrent dans la coopération internationale généralement que dans l'urgence. C'est ça la nature des relations diplomatiques. Il y en a une qui est reconnue, c'est celle du climat. Les questions économiques, beaucoup moins. Le sentiment d'urgence n'est pas là. Et justement, je crois que peut-être on sous-estime l'effritement aussi de cette partie-là du système de gouvernance, mais je suis d'accord avec vous que tant que la prise de conscience n'est pas là du risque de détricotage, du risque de délitement, alors généralement la volonté politique ne suit pas dans des systèmes intergouvernementaux qui dépendent entièrement, comme vous avez dit, de la volonté politique. Monsieur Iglesias? Yeah. Je vous donnerai la parole à la fin. Benjamin Correa voulait intervenir. Non, je trouve que c'est vraiment une excellente question. Je trouve que c'est vraiment une excellente question. C'est d'ailleurs pas seulement une question, c'est une remarque. Qui est, est-ce que la pression perçue est suffisante pour faire bouger les institutions et les mesures? Alors, malheureusement, je pense que pas encore assez, mais c'est vrai que ce qui est en train de se passer sur le climat et son sous-produit, la crise pandémique, l'ensemble des experts internationaux, en particulier le GIEC, bien entendu, nous alertent sur le fait, à chaque rapport, que ça va encore plus vite que tout ce qu'on craignait. Bon. Donc, il y a une espèce de course de vitesse qui est engagée. Serons-nous prêts à temps? Je ne sais pas. Mais, comment dire, c'est presque un élément d'optimisme que de se dire que la pression ne va pas cesser et qu'elle va continuer d'être extrêmement forte. Et donc, de ce point de vue, comment dire, dans les perspectives extrêmement négatives qui se présentent devant nous, le seul espoir, d'une certaine manière, c'est que devant la multiplication, ça se rapproche, je veux dire. Cet été, on a eu la calotte sur le Canada. Juste après, ça a été l'Allemagne. Aujourd'hui, on a des inondations en France, pour ne pas parler de la sécheresse au plan international. Donc voilà, moi je vais dire que je partage entièrement la question, la pertinence de la question qui a été posée, et je pense que la pression va devenir si forte que ça fera bouger les choses. Monsieur Iglesias? Well, you know, Eh bien, une sorte d'unification politique du monde, aussi démocratique et fédérale, est impossible, mais elle était nécessaire. Si nous arrivons à ce niveau-là, et si nous allons assez vite pour éviter une très grande crise, ça, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais je pense que les risques augmentent très vite et les solutions n'arrivent pas à ce même rythme. Si on regarde l'intelligence artificielle, par exemple, les possibilités d'une généralisation de l'intelligence artificielle,
c'est vraiment une menace. C'est incroyable. Et si on regarde la question du changement climatique, la pandémie, les crises, les tensions entre les États-Unis, les Chinois, je ne suis pas si optimiste que ça. Mais en tout cas, mon optimisme, c'est plutôt ça. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe n'avait pas un leadership qui se basait sur le besoin d'intégration. C'est pourquoi on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le fascisme, le nazisme, les génocides. Et ensuite, nous étions prêts. Et donc, je pense que cette impossibilité nécessaire est nécessaire. Je pensais à mon leader favori, Altiero Spinelli, un leader italien. Cette année, on a fêté le 80e anniversaire du manifeste. Les fondations politiques et les idées fondatrices de l'Union européenne étaient une tradition ancienne, mais elles ont été consolidées par une personne qui était prisonnière de Mussolini sur une petite île au milieu de la Méditerranée. Et lorsqu'il était prisonnier, c'était en juin 1941. Et donc, c'était la pire période pour le monde. Les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre. L'Allemagne dominait toute l'Europe. Et l'URSS était encore de leur côté, donc réfléchissez à cette situation. Et lorsque je suis triste ou pessimiste, je pense à Spinelli qui écrivait son manifeste de Ventotene, et alors que sa femme a mis ces documents à l'intérieur d'un poulet qui est sorti de la prison avec ce manifeste à l'intérieur d'un poulet cuit pour éviter les contrôles. Alors il faut y réfléchir. Les tsunamis, la sécheresse, etc., on avait l'impression que c'était l'affaire des pays en développement, donc ce n'est pas notre problème, on n'a pas à s'en occuper. Aujourd'hui, où les inondations, tous les problèmes du changement climatique que l'on connaît sont sur nos propres territoires, sont en France, sont dans les pays européens, dans des pays qui nous sont proches, beaucoup de gens commencent à réaliser que peut-être ce n'était pas une utopie et que peut-être c'est effectivement quelque chose d'important, que ça va aussi nous concerner. Je crois que ça évolue lentement. Heureusement, ça évolue un peu, sans doute lentement. Et sans doute que c'est à la population de tous les pays de s'emparer de cette question pour qu'au moins dans les démocraties, ça devienne un enjeu électoral. Et que les politiques, même s'ils ne sont pas eux-mêmes totalement convaincus de ces sujets, se rendent compte que s'ils veulent être élus ou réélus, il faut faire quelque chose dans ce domaine. Et là, c'est vraiment à la population à saisir ce sujet. Ce sera la condition pour qu'on en prenne, au moins les politiques en prennent conscience. Je ne suis pas sûre que ce soit les politiques qui en prennent le plus conscience par rapport à certaines parties de la population. On est obligé d'arrêter. Peut-être qu'il y avait d'autres questions. Donc, je remercie les personnes qui ont participé à cette table ronde. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir été aussi nombreux. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et suite de ce forum.